Et du coup, ma première question, c'est assez simple. Ce serait juste de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours en tant que prépa physique, ton parcours académique aussi. Je trouve ça intéressant de savoir si tu as fait des formations post-unif, un peu tout ça. Ouais, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Louis Bourlier, j'ai 24 ans. Je suis actuellement préparateur physique du centre de formation à la JL Bourg, donc depuis maintenant 3 saisons. Et avant ça, donc, j'ai fait un parcours universitaire classique STAPS, donc L1, L2, L3. J'ai fait ma L1 au Mans, ma L2 et ma L3, donc spécialité entraînement sportif avec une option haltérophilie musculation à Clermont-Ferrand. Et après, j'ai fait mon master donc, à Lyon en spécialité EOPS, parcours PPMR, avant de faire une alternance donc, à l'AJL et de partir sur un contrat de travail classique. Donc voilà pour mon parcours académique et professionnel. Après, en tant que préparateur physique, donc j'avais déjà commencé dans une salle de sport, plutôt en tant que coach de fitness classique. J'ai fait un stage dans le handball au pôle Aura à Clermont. Et donc après, voilà, j'ai fini dans le basket. Une discipline toute nouvelle pour moi, mais j'apprends tellement là-dedans. Et je regrette presque en tant que pratiquant de ne pas en avoir fait. J'ai fait du foot, j'ai fait du tennis de table, voilà, des petits sports un peu plus communs. Mais après, derrière, le basket, jamais testé. Mais voilà, au moins, je Il suis de l'autre côté du terrain et je vois différemment. il est pas trop tard. Tu Ah non, pourrais non, commencer maintenant. je commence à pratiquer. Bon, la gestuelle et on va dire la génétique n'est pas optimale pour ce sport-là. Donc c'est pour ça aussi peut-être que j'en ai pas fait. Mais au moins, je pratique, on va dire, occasionnellement certaines semaines et j'adore en fait. Ah, c'est cool. Et du coup, tu as eu une formation d'haltéro assez tôt. Ça, c'est quand même intéressant. C'est rare, j'ai l'impression. Bah, c'est rare, ouais, il n'y en a pas dans beaucoup de facs. Et après, ouais, c'est intéressant d'avoir ces connaissances-là. J'ai bougé à Clermont-Ferrand pour cette raison de spécialité vraiment musculation, haltérophilie, où là, tu apprends les bases avec des bons intervenants. Je sais pas si tu connais Sébastien Maître. Je l'ai reçu dans le podcast. Voilà, donc on avait ce prof-là et on a bien appris de lui, pratiqué pareil. Voilà, après tu connais la génétique, les segments et tout ça, bon, il n'y a pas d'excuse, mais c'était pas ma force, mais c'était une superbe expérience et derrière, ça permet d'avoir une vision aussi différente de la préparation physique. Après, l'haltérophilie, c'est un objet, enfin un outil comme un autre dans l'entraînement, donc on ne l'utilise pas quotidiennement. Ça dépend des athlètes et des exercices, des variantes, etc. Mais voilà, c'est un outil comme un autre, il faut avoir les connaissances et c'était très bien appris à Clermont-Ferrand. Ouais, non, en vrai, l'haltéro, c'est un truc où je me dis, moi, il faut que je fasse une formation d'haltérophilie. Parce que on n'a aucune notion de ça, quasi aucune. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant en prépa physique, dans tous les sports même. Ouais, c'est sûr qu'à la fac, on aura très peu de connaissances si on ne le cherche pas soi-même. C'est comme beaucoup de choses, mais de toute façon, il faut soit que tu le pratiques, soit que tu fasses vraiment des formations sur ce thème-là pour le comprendre et puis l'intégrer pareil derrière dans ta pratique personnelle et avec tes athlètes. Donc, c'est Ouais, comme ça qu'il faut faire. Ouais. ouais, d'office. Et du coup, aujourd'hui, le thème du podcast, c'est pas un secret pour toi, mais c'était aborder tout ce qui touche à la détente, au travail de détente. Et donc, ma première question serait de savoir, est-ce que pour toi, dans le basket, la détente, c'est quelque chose de primordial? Ça va dépendre des postes. De toute façon, ça dépend des postes, du profil, des joueurs, mais c'est un facteur déterminant comme les changements de direction, comme la vitesse ou l'accélération sur des courtes distances. Forcément, vas devoir prendre des rebonds à un moment, tu vas devoir mettre des dunks si tu peux, aller au lay-up à une hauteur plus élevée que ton adversaire. Donc la détente, pour moi, elle est importante. Ça fait pas tout le basket. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais la détente, elle est importante. Elle doit être développée chez un basketteur. En plus du dunk qui peut être mis, ça va développer ta puissance, ta réactivité, ta raideur tendineuse, etc., qui va être importante pour d'autres aspects du basket. Donc, c'est super important. Et je sais qu'on peut parler de détente verticale, mais il y a aussi, là, on pourrait parler de la détente
horizontale. Je ne sais pas si tu fais une différence. Et si oui, comment tu définirais la détente horizontale et quelle est son importance si tu la juges importante? Pour aller encore plus loin juste dans ta réflexion, il y a la détente verticale, horizontale, et on peut parler de latérale aussi, qui est peut-être aussi plus important dans le basket, parce qu'avec tous les changements de direction, forcément, il faut courir vite dans l'axe, mais il y a pratiquement plus de changements de direction dans un match que de déplacements linéaires ou verticaux. Donc, ouais, pour rester sur ta question, la détente horizontale, elle va être liée à l'accélération. Et donc, après, elle peut être évaluée avec des broad jumps, hein, des sauts horizontaux tout simplement. Euh, voilà, pour moi, elle est liée directement à l'accélération. Et c'est un facteur important, autant que la détente verticale. Voilà, après, elle est moins souvent mesurée dans le basket ou dans les sports co, la détente horizontale. Après, ça va dépendre des sports. Dans le basket, très peu. Dans le foot, dans le rugby, je pense que ça se fait plus. Parce que voilà, il y a tout ce qui est accélération, sprint linéaire. Donc, elle va être plus importante. Après, la détente horizontale pure en basket, on fait jamais un saut horizontal juste pour le plaisir comme ça. Ça va se faire sur des micro-mouvements, sur ben ouais, une accélération sur une jambe. Voilà. La détente horizontale, elle se fait plutôt en unilatéral en basket. Et après, la détente verticale, elle se fait dans les deux, d'une jambe ou à deux jambes. Voilà, après, c'est un entraînement différent pour les deux types de détente. Mais ouais, voilà pour la détente horizontale. Et est-ce que, donc tu parles de détente aussi latérale, est-ce que détente latérale et détente horizontale ont un impact ou peuvent avoir un impact sur la détente verticale? Par exemple, est-ce que ça va être intéressant de faire un travail aussi, si on veut augmenter sa détente verticale, est-ce que ça peut être intéressant de faire aussi un travail de détente horizontale et latérale pour permettre d'augmenter la détente verticale? Moi, je pense que sur l'axe linéaire en détente plutôt horizontale, on parlera plutôt de vitesse. Ce qu'il faut chercher pour améliorer la détente verticale, ça va être d'améliorer la vitesse euh, linéaire. Et après, en détente latérale, ça va plutôt être là l'importance de la travailler si on va améliorer sa détente verticale, surtout à deux jambes, à deux appuis, parce que quand on va faire un saut à deux appuis, tu as le premier appui qui va être, on va dire, qui va permettre de stabiliser le corps, et le deuxième qui va donner l'impact. Et après, en image, ce serait plus représentatif. Mais le deuxième appui, on va dire, oblique par rapport au sol, et il permet de bloquer le corps pour ensuite vraiment sauter vers le haut. Et ça va être là où ça va être important pour moi de travailler la détente plutôt latérale sur le fait de savoir rebondir donc latéralement et latéralement vers le vertical en fait. Ouais, en fait, le travail de détente latérale te permet de pas perdre, entre guillemets, l'énergie ailleurs. Si par exemple, tu n'as pas une bonne détente verticale, ben, tu bloques pas bien ton appui et donc d'office, tu optimises pas ton saut vertical vu que tu perds de l'énergie en... C'est ça un peu Ouais, c'est ça, que ouais. tu dis. Si tu n'arrives pas à bloquer toute la vitesse, enfin c'est même pas bloquer, c'est à Transférer. emmagasiner toute la Ouais. vitesse, ouais, transférer et emmagasiner toute la vitesse que tu as mis sur ta course d'élan. Et après, quand tu prends ton appui à, à deux jambes, tu te pivotes un peu, donc tu as l'aspect latéral. Et ben, si tu n'as pas cette capacité physique à encaisser toute cette vitesse, tu n'arriveras pas directement à produire de la force sur le plan vertical. Enfin, c'est toujours le transfert horizontal à vertical. Si tu veux parler d'un saut avec élan, après en CMJ, en squat jump, c'est différent, mais vraiment le mélange parfait, c'est de transférer ta force horizontale à verticale avec Ouais. les aspects que tu as développés physiquement. Mhm. Et tu dirais que c'est à partir de quel âge que tu peux faire un travail spécifique axé détente verticale? Tu parles de salle de musculation parce qu'après, on parle. Ouais, voilà. Ça peut être fait tout au long de la jeunesse et tu as
Je pense que au plus tôt tu peux commencer à travailler ta détente via ton sport, mieux c'est, parce que tu auras cette capacité-là pour plus tard, et cette capacité physique à encaisser des chocs, la pliométrie euh, sur du plus long terme. Il faut que tes tendons, tes articulations, tes muscles, ils aient cette capacité-là depuis jeune pour vraiment à avoir la capacité à encaisser des plus grosses charges au fur et à mesure donc de ta croissance. Et voilà, tu peux le commencer quand tu es jeune, 8, 10, 12, 15 ans. Tu fais ton sport, tu t'embêtes pas sur le reste. Tu fais ton sport, tu pratiques. Et après, vers les 15, 16, 17 ans, là, je pense que tu peux commencer à intégrer du travail de renforcement musculaire et progressivement aller sur de la force, de la puissance, etc., pour optimiser ta détente verticale. Mais il ne faut pas oublier tout le travail sportif qui a été fait avant pour ensuite intégrer de la muscu. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Ouais. Bah, de toute façon, il faut d'office avoir des bonnes bases au départ et faire les choses dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Et puis, ça va développer ta technique de saut qui est beaucoup importante, enfin, qui est super importante euh, pour pouvoir transférer. T'as beau avoir tant de force ou tant de puissance, si derrière, tu pratiques jamais le saut que tu vas améliorer, bah, tu ne pourras pas utiliser toute cette force et ces capacités physiques-là que tu as développées en musculation. Ouais, donc en soi, tu fais aussi des. Quand tu améliores, allez, tu fais des séances pour la détente, tu fais aussi du travail de technique de saut. Ça paraît bête, mais en vrai, si c'est vrai que si t'as beau être enfin, aussi musclé, puissant que tu veux, si tu as une mauvaise technique d'office, tu vas pas pouvoir optimiser Ouais, c'est tes ça. capacités. Admettons, tu as 100% de ta force maximale qui est développée. Si derrière, tu sais faire le saut que à 80% de ce qui devrait être fait, bah, tu pourras utiliser peut-être que 80%, enfin c'est schématique, mais tu pourras utiliser que 80% de ta force que tu as développée. Et derrière, c'est pas du tout optimal. Et en fait, la force et tout le travail que tu fais en salle de muscu ou même sur le terrain, vraiment en préparation physique, il doit être fait au même niveau que le travail technique pur. Et ça se fait de toute façon en pratiquant le geste que tu veux. C'est comme tous les mouvements, de toute façon, que ce soit un saut, un sprint, des changements de direction, tout ça, il faut que ça soit développé à la même vitesse que le travail de muscu. Ouais. Et est-ce que toi, par exemple, quand tu te dis je veux améliorer la détente de tel ou tel joueur, est-ce que tu fais un profil force-vitesse pour justement savoir quelle qualité améliorer? Donc en gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on peut faire un profil force-vitesse donc vertical pour voir si on est proche ou pas de son profil optimal en fonction de si par exemple peut-être qu'on est top en termes de vitesse, mais pas assez en force. Et du coup, il faut axer son travail plus sur l'aspect force. Et inversement, si on a beaucoup de force, mais peu de vitesse, peut faire du travail de détente verticale en vitesse. Par exemple, sauter avec des élastiques qui sont accrochés à une barre pour accélérer et pour se rapprocher le plus possible de son profil force-vitesse optimal. Est-ce que toi, tu utilises cette méthode pour voir vers où aller avec le joueur? Moi, je l'ai utilisé, je l'ai testé avec des joueurs que j'ai, et même sur moi. Bon, sur moi, le profil, il était un peu, il n'était pas logique par rapport à ce que je pensais que j'étais. Voilà, moi, je suis plus, on va dire, dans le profil force. J'ai plus de force que de vitesse en termes athlétiques. J'arrive à soulever, on va dire, une charge importante au squat et pas forcément à sauter haut sauter haut avec une faible charge et une très haute vitesse. Donc sur un saut, par exemple un drop jump, j'ai une détente verticale qui est faible par rapport à ma capacité de force. Mais après, le profil force-vitesse, je l'ai fait avec, voilà, tu as les différents exercices, mais avec le squat jump ou avec une trap bar, ce qui est un peu plus adéquat pour les athlètes. J'ai arrêté de l'utiliser parce que c'est très long à mettre en place sur une quantité de 15-20 joueurs. C'est très long. Et pour moi, ça ne serait pas forcément le facteur le plus déterminant dans ta détente verticale.
euh, parce que derrière, tu as vraiment, donc oui, ta capacité de production de force maximale, mais derrière, tu as ta capacité, on va dire, plus pliométrique qui rentre en jeu, et c'est plus vers ça que moi j'essaie de tendre, une capacité pliométrique avec un contact au sol le plus rapide possible, plutôt que rester sur des incrémentations de charge pour avoir ton profil. Euh, voilà, ça a son intérêt dans d'autres types de mouvements que la détente verticale pure avec élan. Mais voilà, en termes pratiques, c'est assez long à mettre en place et c'est pour ça que je l'utilise plus trop en fait. Mhm. Ouais. Donc, tu es fort axé travail en plio. Plutôt pour connaître le profil du joueur. Et quoi, Mais donc après, tu lui ferais ouais, faire des tests en plio, donc quoi, avec un drop jump, donc saut en contrebas, puis réactif le plus vite possible ouais, en c'est ça. hauteur ou quoi? Tu as ce test-là pour de la pliométrie pure, donc la force réactive. Tu as ton RSI à la fin. Mais la réflexion que j'ai un peu plus maintenant, c'est d'utiliser plutôt qu'un drop jump, c'est la répétition de saut. Donc tu fais, tout dépend de l'âge de l'athlète et de son expérience dans la pratique. Mais le fait, par exemple, de faire 6 sauts répétés, enchaîne les sauts le plus rapidement possible et le plus haut. Et tu vois, pareil, ton RSI à chaque saut, ta hauteur, tout ton contact au sol, qui est pour moi un peu plus cohérent et représentatif de ta détente verticale qu'un drop jump. Parce que au drop jump, tu es vraiment relâché en haut et après, tu as juste l'impact à produire une fois. Alors que le fait de les répéter, donc forcément, tu vas produire ton premier saut, tu vas être relâché en haut, mais c'est sur plusieurs sauts. Et je pense que tu n'as jamais juste un saut unique dans ta pratique. Et même dans ta course d'élan, avant de faire ton saut, tu as déjà des impacts et de la prise de vitesse que ton corps est censé pouvoir emmagasiner et utiliser pour prendre ta détente verticale. Donc, les deux sont valables, le drop jump avec différentes hauteurs et après la répétition de sauts sur 6, 8, 10 sauts pour avoir ton profil réactif. Après, derrière, tu as le squat jump, tu as le CMJ avec ou sans bras, pareil pour connaître ta capacité de coordination. Euh, et si tu es plutôt sur un profil force avec le squat jump, voire un peu un mixte avec le CMJ, qui est déjà est un peu plus pliométrique. Après, la pliométrie, c'est vraiment le fait d'avoir un temps de contact court au sol. Mais voilà, tu as aussi un profil, on va dire, force-vitesse qui est plus proche de ton mouvement final, qui est le saut, et tu l'évalues par des sauts avec différents tests. En fait. Mhm. Et du coup, tous ces tests, tu utilises quoi? OptoJump, plateforme de force, ou tu filmes juste Il y a les deux. J'ai utilisé MyJump, donc en filmant uniquement. Ça, je l'ai fait pour la répétition de saut, parce que pour un athlète, c'est assez difficile de réatterrir au bon endroit. Sinon, j'ai des cellules Exurgo. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Je connais pas. De la marque Exurgo Technologies. Donc, c'est des G-Flight sur Internet. Et d'ailleurs, ouais, c'est comme un OptoJump, sauf que tu as deux cellules qui sont au même niveau, c'est des carrés. Tu les mets par terre et l'athlète, il doit avoir ses deux pieds entre les deux cellules pour faire le saut. Donc là, ce qui est bien avec ça, c'est que tu as ta détente directement, tu n'as pas besoin d'analyser le saut, etc. Ça coûte moins cher qu'une plateforme de force, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut réatterrir au même endroit ou le plus proche possible pour avoir ta détente la plus fiable possible. Mhm. Et du coup, tu parlais que donc au basket, il y a des sauts certes à deux pieds, mais beaucoup aussi à un pied, parce que je pense au lay-up ou même d'autres sauts où tu pourrais vraiment prendre enfin, être sur un pied. Euh, Est-ce que par exemple ces tests-là, je pense au test où tu rebondis sur 6-10 sauts, tu le fais aussi sur un pied ou uniquement ça sur deux pieds? Non, je ne l'ai pas encore fait sur un pied, parce qu'après, derrière, ouais, c'est très traumatisant, on va dire.
toute façon, Mm. dès que tu pratiques un saut à une jambe, en pratique ou en muscu, bah, forcément, c'est des contraintes qui sont. Tu as tout ton poids de corps sur une jambe au lieu de deux jambes. Ça serait très pertinent de le faire parce que forcément, si tu veux améliorer ta détente à une jambe, tu vas pas t'entraîner que à deux jambes. Il faut que ça soit aussi spécifique là-dessus. Mais d'un point de vue, on va dire, plus pratique, je ne l'ai pas encore fait. J'ai déjà fait sur un CMJ à une jambe, mais pas la répétition de saut à une jambe. Non. Mm. J'ai Ok. fait la répétition de saut et j'aime bien l'entraîner plutôt à une jambe, mais avoir on va dire, la combinaison horizontale et verticale. Donc, enchaîner des sauts horizontaux à une jambe où tu as tout l'aspect horizontal, mais aussi du vertical. Et c'est vraiment cette combinaison-là qu'on recherche dans l'amélioration de la détente verticale. Ouais. Ou même, je pense par exemple à l'exercice où tu pourrais faire un petit saut latéral enchaîné par un saut Ouais, ouais, par exemple. vertical. C'est ça. De toute En- façon, après, je pense qu'il faut rester le plus. Enfin, essayer d'avoir un maximum de direction et d'axes de travail dans ton travail de saut, de pliométrie, et pas faire que du linéaire, que du vertical. Il faut être bon sur un exercice vertical, par exemple, mais après avoir la capacité à tout englober et à tout faire dans un seul mouvement. C'est un enchaînement, de toute façon, il n'y a jamais un axe de travail qui est fait dans la pratique. Et il faut vraiment tout combiner pour avoir une optimisation de la performance derrière. Ouais, bah, c'est surtout qu'au basket, enfin, quand tu vas au lay-up, c'est pas un simple lay-up toujours tranquille deux pas et Ouais. venir. Tu peux faire un pas d'un côté et puis revenir de l'autre côté. Donc c'est pour ça que ton travail doit être fait sur tous ces axes, comme tu as dit, pour pas genre rester sur un seul axe et du coup tu vas faire un truc en match que tu n'as jamais Mm. travaillé à ton entraînement. Donc ça n'a aucun sens. Ouais, faut être le plus complet possible. Et de toute façon, l'environnement de ta pratique déterminera le mouvement que tu dois faire. Et si tu n'as jamais fait le mouvement que tu dois faire pour marquer, forcément, tu n'y arriveras pas. Mhm. Et quand tu entraînes ta détente, donc par exemple là je parle, je me doute que tu travailles aussi en musculation, mais ça on l'abordera juste après. Mais quand tu fais que des sauts, euh, est-ce que tu fais des séries longues de sauts d'affilée, je parle, ou tu gardes de la qualité, mais sur peu de sauts d'affilée? Et même quel style de récupération tu mets? Parce qu'on sait que faire beaucoup de sauts, si c'est vraiment intense, ben, c'est quand même traumatisant. Un peu savoir comment tu gères cet aspect-là. Bah, je fais les deux. De toute façon, tu as le travail qui est plutôt extensif, la pliométrie extensive pour augmenter ta capacité de saut. Ce travail-là va être fait sur des séries longues, donc soit en répétition, soit en temps. Donc 30 secondes de rebond, corde à sauter, etc. Donc tu as des amplitudes et une intensité qui va être forcément réduite, mais une capacité de travail qui va être augmentée avec ces exercices-là. Et après, derrière, les exercices plutôt intenses, donc comme tu l'as dit, il faut garder un minimum de répétition pour que tu aies une qualité de travail optimale. Et après, derrière, avoir un maximum de récupération pour que tu puisses reproduire cette même qualité de travail-là avec une haute intensité. Et l'erreur serait faite de faire un travail intensif, donc la pliométrie, des rebonds, des sauts de haie, enchaîner des sauts de haie, et faire ça 30 sauts d'affilée, t'enchaînes sans récup. Et ça, c'est la pire des choses à faire si tu veux vraiment être plus explosif et améliorer ta détente. Et est-ce que je sais qu'il y a des études ou des recherches qui ont été faites, je pense même que c'est sur le championnat français, qui a analysé un peu tous les mouvements faits en moyenne par un joueur qui aurait un temps de jeu, un certain temps de jeu, par exemple son nombre de sauts, etc. Est-ce que toi, tu te bases un peu là-dessus? Ou même peut-être que vous avez des GPS qui calculent ça, je ne sais pas. Mais pour avoir un peu une idée du nombre de sauts qui se situerait à un pied, deux pieds en match, pour justement que ta séance soit bah, plus ou moins dans les mêmes, allez, le même nombre de sauts, voire un peu plus si tu as envie de travailler plus. Mais est-ce que tu te bases sur un peu cette donnée-là pour vraiment cibler ton entraînement et qu'il soit correct en termes de charge, tu vois? Ouais, ouais, après, il y a
Je sais que scientifiquement, ça a été établi. Voilà, tu as entre 30 et 50 sauts qui sont faits par joueur en moyenne dans un match. Sauf que derrière, suivant ton poste de jeu, tu en as qui vont jamais le faire ou qui vont faire que des lay-ups. Tu as les intérieurs qui vont sauter à deux jambes sous le panier, qui vont dunker un peu plus souvent. Et ça, derrière, c'est vraiment suivant le profil. Et après l'entraînement, tu as l'entraînement collectif où moi, je fais faire tout le monde pareil forcément. Donc en échauffement, tu peux intégrer de la pliométrie, des sauts, où là, ça va être fait avec différentes intensités et progressivement plus intenses au fil de l'échauffement. Et après, tu as tout le travail un peu plus individuel en muscu, où j'essaye de l'individualiser au maximum. Et souvent, ce qui est fait, voilà, ça va être un travail avec des charges lourdes, suivi d'un exercice de pliométrie ou de saut avec une faible charge. Et ce travail-là, il est fait de cette manière-là. Mais le nombre de sauts, on n'a pas de GPS actuellement à la JL. Voilà, le budget ne le permet pas encore. Mais voilà, c'est toujours adapté. Souvent, quand les séances de muscu elles sont faites après le basket, je ne fais pas la même chose que si ça avait été fait avant, parce qu'il y a eu tous les impacts qui ont été faits durant la séance de basket. Mais derrière, il faut essayer d'avoir, on va dire, une correspondance entre l'intensité de la séance de basket qui a été faite. Donc, par exemple, ouais, beaucoup de courses, beaucoup de sauts dans la séance de basket, et de matcher ça sur une courte séance de muscu où il y a beaucoup d'intensité, avec beaucoup de repos. Mais derrière, si la séance de basket a été un peu plus, un peu plus longue, un peu moins intense, voilà, la séance de muscu, elle va être un peu recalibrée par rapport à ça. Mais il n'y a pas enfin, je compte pas le nombre de sauts, j'ai pas le chiffre exact de la séance de basket ou du match pour calibrer derrière la séance de muscu, ce qui pourrait être très intéressant, mais actuellement, il y a pas ce système-là qui est mis en place. Ouais, après, tu fais correspondre ça en fonction, comme tu as dit, de l'entraînement. S'il y a eu beaucoup de sauts et tout, tu adaptes ensuite si c'est ta séance de muscu qui se trouve après l'entraînement. Mais en musculation, donc là, tu as dit, tu travailles charge lourde, mais c'est un petit contraste de charge, hein, charge lourde et puis beaucoup plus légère et donc plus vite, je suppose, l'exécution ou faire même des sauts sans charge. Euh, est-ce que tu donc est-ce que tu fais de la force max quand tu fais ça avec eux, donc lourd, et est-ce que tu travailles aussi du coup, je me doute, mais sur un pied du travail, je sais pas moi, je pense au soulevé de terre unilatéral ou du travail aussi en muscu en unilatéral ou seulement Ouais, deux pieds. beaucoup, beaucoup aussi, ouais. Il y a le travail de force qui va être fait sur des mouvements polyarticulaires, de toute façon. On n'enlèvera jamais ça, même aux machines, on pourra aller jusque-là, mais on n'en a pas trop pour pouvoir l'utiliser. Mais le travail de force pur, il est fait beaucoup sur du squat, du soulevé de terre, après pour le haut du corps, du développé couché aussi. Mais derrière, j'essaye aussi d'intégrer beaucoup de fentes bulgares, fentes normales, euh, soulevé de terre à une jambe, tout ce qui est petit renforcement, un peu plus d'isométrie à une jambe, en fente. Euh, voilà, il faut l'équilibre entre le développement de la force en bilatéral, ce qui te permettra de toujours soulever plus lourd et donc de gagner plus de force en termes global au niveau du corps. Mais après, derrière, le travail unilatéral, il a autant, voire peut-être plus d'importance dans le travail de musculation. De toute façon, la plupart des mouvements sont faits en unilatéral et il y a aussi le fait de compenser les déséquilibres avec ce travail unilatéral-là. Donc les sauts, j'aime bien les pratiquer en unilatéral et pareil, le travail de force aussi. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et est-ce que tu vas aussi faire tout ce qui est saut avec impact? J'imagine par exemple en lay-up, tu vois, tu peux recevoir un contact ou même au rebond, tu peux recevoir aussi des contacts. Est-ce que tu travailles aussi cet aspect-là de détente verticale, mais où on vient te pousser un peu en latéralement ou un peu tout ce travail-là? Je l'ai un peu fait en échauffement, mais après, derrière, il n'y a pas une séance dans la semaine où je vais me dire
je vais faire un travail vraiment orienté là-dessus. Je pense que c'est développé suffisamment dans la pratique et j'ai pas besoin d'en rajouter derrière. Mhm. C'est ma vision de la chose. Après, voilà, t'en as qui vont l'intégrer, mais moi, une fois qu'ils ont pratiqué le mouvement sur le terrain, je vais pas surcharger en le faisant en plus. Ouais. Et est-ce que tu trouves d'abord ouais, que c'est important le travail de pied pour gagner en détente verticale? Et est-ce que tu mets en place beaucoup d'entraînement de travail du pied? Je sais que c'est un sujet que j'ai pu aborder un peu avec des prépas physiques justement au basket, dont Julien Colombo justement, qui adore tout ce qui est travail de pied, être en salle à pieds nus, faire du travail spécifique et tout. Donc un peu avoir ton avis là-dessus. Ouais, ouais, c'est une chose qui est peu faite et on va dire elle prend du temps, mais bon, c'est juste enlever sa chaussure et puis la remettre à la fin de la séance de muscu. Mais derrière, il y a un véritable intérêt de travailler pieds nus pour renforcer l'arche du pied et même d'avoir toute la sensibilité du pied qui est nulle dans les chaussures de basket et qui n'est plus stimulée en fait. Et derrière, le fait de s'entraîner à pieds nus, je ne le fais pas aussi souvent que je pourrais et que je devrais. Mais quand j'avais un joueur blessé, par exemple, tu n'as vraiment que ce jour-là à entraîner. Moi, je lui ai dit, t'enlèves tes chaussures, on va faire des sauts même intenses à pieds nus. On va faire notre travail isométrique à pieds nus. Voilà, et puis le fait de marcher aussi dans ta salle à pieds nus, ça a plus d'intérêt de travailler pieds nus pour à certaines périodes et suivant certaines séances que de travailler en chaussures. Ouais, donc tu pourrais mettre en place vraiment de réels sauts intenses que tu ferais avec chaussures à pieds nus. Ça, ouais. Et puis, c'est comme tout. Après, c'est une progressivité qu'il faut avoir. Mais j'avais intégré, pareil, des sauts pieds nus sur des jeunes joueurs, donc de 16 17 ans. Mais là, je les avais mis pieds nus sur un tapis un peu plus épais pour que tu aies donc l'avantage d'être pieds nus, mais sur une surface un peu plus molle, pour vraiment progressivement avancer sur du travail intense pieds nus, sur une surface plus rigide, mais pour pas qu'il y ait voilà, trop de surcharge d'un coup. Parce Mhm. que ça peut aussi, quand tu es en chaussures et pieds nus, souvent les chaussures de basket, en plus, elles sont super épaisses. Tu as dû en voir, je pense, et passer de 5 centimètres allez, on va dire 3 centimètres pour pas abuser d'épaisseur de chaussures à rien. Voilà, il faut aussi y aller progressivement là-dessus. Ouais, d'office. Et on parlait au début du podcast de enfin que c'était intéressant de travailler par exemple la détente latérale justement pour pas perdre cette énergie entre guillemets ou de vraiment bien arriver à transférer vers la verticalité. Est-ce que toi justement tu vas faire du travail d'appui? Je pense par exemple à quelqu'un, tu vas lui faire son saut le plus haut possible avec élan. Ben, il y en a qui vont être trop dans l'horizontalité au lieu d'avoir réellement cette capacité à, bam, tu bloques bien ton appui et tu mets toute l'énergie en hauteur. Et il y en a trop qui vont aller en saut en longueur au lieu de saut en hauteur. Parce que du coup, tu fais aussi du travail un peu spécifique là-dessus, quoi. Et est-ce qu'en soi, je pense que ça peut aussi se mettre au niveau de la muscu. Bah, si tu as des membres inférieurs plus solides, c'est peut-être aussi plus simple, entre guillemets, que si tu n'as aucune solidité sur tes appuis. Donc, c'est peut-être un travail assez global, mais Ouais, tu... ouais. Donc ça revient à la technique. De toute façon, si tu n'as pas une bonne technique de saut, forcément, tu n'arriveras pas à transmettre cette force-là euh, dans la direction que tu veux. Je pratique pas enfin, je rajoute pas avec les joueurs de travail pur là-dessus. Mais de toute façon, pour reprendre l'exemple que tu disais, si tu as eu trop d'élan dans ta course avant de faire le saut, forcément, ton corps il va pas pouvoir le propulser vers le haut. Et donc, directement, tu auras une hauteur soit plus faible, soit une direction qui n'est pas optimale pour faire le saut. Et automatiquement et instinctivement, le joueur il va se réguler et connaître la vitesse qu'il doit mettre et la prise d'élan, la longueur de la prise d'élan qu'il doit avoir pour faire le saut optimal. Derrière, en musculation, je pense qu'il faut aussi rester assez général
surtout pour des joueurs de basket qui font 2 entraînements par jour. Ils ont déjà suffisamment de contraintes mécaniques, de saut, tout ça dans leur activité. Et la salle de musculation, elle reste assez générale. Tu as toujours forcément des moments où tu vas essayer d'orienter ton joueur sur plus de détente et essayer de gagner en verticalité après une prise d'appui horizontale. Mais voilà, faut pas non plus tout chercher à être spécifique dans la salle de musculation. C'est ma vision des choses. Ouais, non, ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est bien d'être fort global et puis à certains moments, tu peux être plus spécifique, mais pas faire que du spécifique non plus. La globalité a son importance aussi. C'est ça, ouais. Ouais. Faut pas tout mélanger. Il y a un intérêt à chaque moment de la saison et avec chaque joueur. Mais voilà, faut prendre le bon de chaque partie. Ouais. Mhm. Maintenant, j'aimerais un peu savoir, bon, on sait que le travail de détente pure, c'est quand même assez, enfin, faire de la plio, etc., c'est assez traumatisant. Comment toi, tu gères cette charge? Euh, donc, imaginons, tu as pour objectif d'améliorer la détente d'un joueur ou spécifiquement. À quelle fréquence tu lui mets un entraînement spécifique détente? Par exemple, sur la semaine ou quoi? Un peu, quelle charge ça représente pour toi? J'essaye on va dire, de le micro-doser sur plusieurs séances dans la semaine et de jamais faire vraiment une séance à intensité maximale où tu as tout utilisé comme énergie. J'essaye plutôt de le répartir sur la semaine et de le faire voilà, en contraste, comme j'ai pu le dire avant, faire un exercice avec une charge modérée, voire lourde, et après d'enchaîner derrière sur un exercice plus léger, voire pliométrique. Mais souvent, la partie de saut, pour moi, elle va être plutôt lente et lourde. Par exemple, là, hier, avec un joueur, j'ai fait du trap bar sur 5 ou 3 reps. Et après, j'ai enchaîné avec des CMJ avec 17 kilos dans les mains. Donc, dans les deux mains, ça te fait pratiquement 40 kilos. Voilà, tu as 35 kilos à sauter avec. Et donc là, c'est un travail de puissance verticale euh, qui me permet d'améliorer la détente. Mais en fait, dans ma tête, le travail pliométrique et explosif est déjà fait sur le terrain pour la plupart des joueurs. Et en salle de musculation, je vais aller plutôt sur la partie force de la courbe, si on peut dire. Force, puissance, et délaisser un peu la partie vitesse qui a été faite sur le terrain. Euh, Après, voilà, quand tu as des joueurs qui sont jeunes et en développement, je vais leur faire du travail de pliométrie euh, simple, donc sauter au-dessus des haies, enchaîner des sauts avec une intensité moyenne, voire élevée, mais pas un volume important. Et ça, j'essaie de le faire 3 fois dans la semaine. Par exemple, je choisis un ou deux exercices à chaque séance et je le répartis dans la semaine. On va faire 3 séries, 4 séries par exemple, j'aime bien faire des sauts à une jambe au-dessus de différentes haies. Donc, pareil, tu peux varier la hauteur des haies pour avoir un impact différent, une coordination différente. Ça, tu le fais une fois à gauche, une fois à droite. Ça te fait une série et tu le fais 4 fois. Et ça, tu as uniquement ça dans ta première séance. Dans ta séance 2, tu auras des sauts verticaux à une jambe. Et après, dans ta séance 3, tu auras des sauts. Pareil, là, tu peux en avoir des sauts latéraux euh, à une jambe ou à deux jambes. Mais Ouais. il faut pas tout mettre au même moment dans ta semaine et essayer de répartir pour que les joueurs puissent récupérer et que ça ne leur impacte pas trop, enfin, qu'il n'y ait pas de contraintes mécaniques trop importantes à un même moment dans la semaine. Et après, ça dépend de l'âge du joueur, de l'expérience qu'il a. Mais voilà, il faut trouver le bon équilibre pour chaque joueur. Mhm. Et aussi, dans un point important que je trouve important, c'est dans les sauts, on pense tout le temps à vouloir sauter plus haut et tout ça, mais il y a aussi tout ce qui touche à l'atterrissage, parce que l'air de rien, c'est chaque fois mettre des chocs
un impact au sol. Est-ce que tu travailles ton atterrissage avec d'autres surfaces que, que le parquet? Style, tu parlais tantôt à pieds nus, bah, tu fais du travail atterrissage parfois pour un mousse avant de faire directement au sol, mais est-ce que tu pourrais faire du travail, je sais pas moi, bêtement en chaussures, why not, avec réception dans un mousse pour avoir cette instabilité aussi? Parce que blessure aux chevilles, il y a quand même pas mal d'entorses aussi dans le basket. Tout ce qui est souvent, justement, quand tu vas en lay-up, tu as un petit contact, il y a les pieds qui sont là. J'ai vu ça justement une fois. Hop, tu as ta cheville qui part. Est-ce que tu travailles aussi ça, détente avec réception sur instabilité un peu? J'ajoute pas on va dire, de surface instable ou molle, vraiment dans le travail de réception pure, mais j'aime beaucoup intégrer le travail sur slandboard. Donc, si tu vois ce que c'est la planche que tu inclines de différents degrés, suivant ce que tu veux travailler. Et pour moi, la planche, elle reste droite, mais c'est l'inclinaison de de la surface que tu vas mettre qui va donner une contrainte différente sur la cheville. Et c'est cette position-là de la cheville qui va être développée. Donc, tu as l'inversion ou l'éversion, suivant comment tu places ton pied, soit en intérieur ou soit en extérieur, qui va développer ta capacité à pouvoir résister à une contrainte dans cette amplitude-là. Après, le travail de surface instable, il y a quand même pas mal de débats là-dessus. Et enfin, moi, je suis assez tranché et j'utilise jamais les surfaces instables, vraiment dans même le travail proprioceptif ou autre, et encore moins pliométrique. Ça serait, je pense, un peu de la torture. Et bon, on va pas aller plus loin, mais en tout cas, pour moi, je l'intègre pas plus et je préfère utiliser le slandboard, la planche en bois, ou vraiment faire des sauts par exemple, à une jambe, le plus loin possible, à gauche et à droite. Hmm. Et le fait de juste bouger ta cheville le plus loin possible à gauche, à droite, ça va la placer directement dans une position qui a risque de blessure. Mais voilà, pareil, tu vas progressivement, tu augmentes la latéralité des sauts pour qu'il y ait plus de vitesse et que l'amplitude mise dans ta cheville elle soit plus importante et que tu la prépares au mieux pour ce genre de situation d'entorse ou autre sur Ah, le terrain. ouais, au final, ouais, c'est pareil, c'est spécifique à ce que tu pourrais retrouver en match parce que bon, à aucun moment, tu auras un petit bosu Ouais, placé ouais, sur. après, on pourrait trouver l'intérêt à se dire, bah, le pied, il est là, ok, le pied, il est stable, il est rigide, sauf qu'il a mis ta cheville dans une instabilité. Et l'intérêt du bossu n'est pas forcément utile là, et il faut voilà, avoir une surface stable, comme le pied, ou le rajouter par nous-mêmes, comme une planche, et venir travailler ta cheville autour de cette surface-là. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal les planches en bois ou avec l'inclinaison. J'ai jamais Ça, pensé, mais faire des sauts ou juste travailler en statique dessus. Déjà commencer là-dessus, faire de la proprioception et tu verras, suivant l'inclinaison que tu mets, la plupart de tes joueurs, soit ils vont perdre l'équilibre, soit ils vont déjà avoir un peu mal s'ils ont déjà eu des entorses ou hmm. autre. Parce que ça vient étirer tes ligaments, un peu tes tendons de la cheville et ça peut déjà être contraignant pour eux, juste en termes en statique. Et après, tu rajoutes de la pliométrie au fur et à mesure de ta progression. Et tu pourrais, par exemple, sur ce style de planche, euh, faire du travail style un soulevé de terre en unilatéral avec le pied qui est comme ça, avec les gens évidemment qui sont déjà très à l'aise et tout, mais tu y verras un Ouais, intérêt. ça serait possible. Je ne l'ai pas fait parce que voilà, faut quand même une progression et une maîtrise déjà du mouvement simple et après l'intégrer sur des surfaces comme ça. Mais ça serait une très bonne progression. Et voilà, de toute façon, à un moment, il faut charger certaines positions articulaires et pour le faire, il faut ajouter de la charge dans les positions que tu veux. Donc, c'est une très bonne option. Ouais. Ouais, tant que tu es progressif avec le joueur et que le joueur maîtrise Et tout il ce faut qu'il y a. technique, etc. Ouais, bien sûr. Mm. Et ma dernière question, c'est un peu large, mais tu dirais que
avec un joueur avec qui tu n'as jamais travaillé la détente, tu le prends avec un bon travail, combien de centimètres il va pouvoir gagner en plus ou moins combien de temps? Je sais que c'est une question hyper large parce que ça dépend de plein de facteurs, mais si tu as un chiffre comme ça, une moyenne un petit peu à donner. Ouais, je pensais que tu allais me dire combien de centimètres il peut prendre en 6 mois. Ça aurait peut-être déjà fermé un peu plus la question. Après, ça dépend de où on part. Je vais prendre mon exemple personnel, c'est le plus simple et celui que je connais le mieux. J'ai progressé sur 8 mois environ en détente. Je me suis dit, allez, je tente, j'arrivais pas à toucher l'arceau. Je commence. En 8 mois, j'ai pris 18 à 20 centimètres de détente pure en pratiquant vraiment 2 voire 3 fois par semaine au meilleur de ma forme la détente. C'est très contraignant en termes de temps et en termes physiologiques, on va dire, parce que tu as des impacts, voilà, etc. Mais tu as ce genre de progression qui peut arriver sur quelqu'un de novice, comme moi en détente. J'avais toute la base musculaire et de force, mais j'avais aucun. J'avais fait du foot, mais il y a 4 5 ans derrière, et j'avais plus trop ce genre d'impact-là pliométrique, en plus sur le parquet. Ce qui est différent d'un terrain de foot où tu as l'herbe qui amortit un peu plus. Mais voilà, c'est une progression que j'ai eue, qui est plus difficile à avoir avec des joueurs qui pratiquent vraiment quotidiennement. Mais là, j'ai eu un joueur qui était blessé au poignet, donc on a pu vraiment orienter le travail sur la détente, parce que c'est déjà un très bon athlète. Il est jeune, mais il a une détente déjà très belle. Et avec lui, on a pu prendre 5 centimètres en 2 mois environ, juste parce qu'il a plus travaillé sa force des jambes, étant donné qu'il est jeune et qu'il avait moins de force auparavant au niveau des jambes. Donc voilà, c'est quel temps tu consacres à ta détente, d'où tu pars, et vraiment ta capacité physique réelle et ton potentiel, là où tu peux arriver. Il y a pas de réponse ultime et toute faite sur ta progression, c'est comme tout. Euh, Tout dépendra de l'intérêt que tu y mets et de l'engagement que tu y mets et de ta génétique. Mais voilà, tu peux prendre forcément des centimètres progressivement. Si tu arrives à prendre déjà, tu te dis 1 centimètre ou 2 par mois, bah, tu fais le calcul à la fin de l'année et tu en auras pris des centimètres. La progression, elle n'est pas aussi linéaire que ça, malheureusement, dans les faits, mais on peut, je pense, avoir cette idée-là en tête et puis faire en sorte que ça arrive. Ouais. Et d'être bien aussi progressif et de bien gérer sa charge. Parce que je sais que moi, quand j'étais plus jeune, je devais avoir quoi, 14 ans, j'avais regardé, tu vois, comment améliorer sa détente. J'étais tombé sur le programme R Alert, je sais pas si tu vois un peu. Ouais. Euh, à déconseiller, bien évidemment, parce que c'est... De travail qui est vachement important, je crois. Ouais. ouais, ouais, c'est... J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était, je pense, 4 à 5 séances par semaine, ouais. Et à chaque fois, tu augmentais le nombre de répétitions. Mais c'est un truc que si tu fais ça tout seul chez toi, bah, tu te détruis, quoi. Parce que Ouais, c'est ouais. une charge Soit tu as de énorme. la chance, soit tu as de la chance et tu survis, entre guillemets, au programme, soit tu te blesses. Et de toute façon, après, c'est la sélection naturelle. Tu y arrives, tu passes, tu sais que tu as un bon potentiel. Et derrière, tu t'es blessé, bon, bah, tu peux dire que, OK, le programme a été mal fait, et je pense que c'est le cas, mais voilà, tu as un peu moins de capacité que certains, et il faut Ouais. l'adapter. Mais encore une fois, ouais, c'est ça. Faut pas non plus, c'est pas parce que tu vois un programme qui te dit tu vas gagner 30 centimètres en 4 mois que ça y est, faut le faire. Travail de détente, pour moi, c'est un travail, mais comme plein de travail, plein de styles d'entraînement, mais c'est quand même fort traumatisant, donc faut pas surdoser ça parce que ça peut faire pire que bien, et je pense que c'est quand même important de le dire. Ouais, et puis, enfin, comme tu dis, le travail pliométrique est, je pense, le travail le plus traumatisant que tu peux faire en préparation physique. Parce que tu as beau soulever 150 kilos, 200 kilos au squat, soulevé de terre. Derrière, OK, tu as tes articulations qui vont prendre ces contraintes-là. Mais derrière, quand tu fais un saut, tu as 10, 12, 15 fois ton poids de corps qui est encaissé dans l'impact et qui, derrière,
on n'en a pas conscience, mais qui est plus traumatisant que le travail de musculation pure. Et la pliométrie, c'est vraiment la pliométrie intense, c'est le travail le plus traumatisant que tu peux faire en préparation physique. Mhm. Ouais, donc à bien doser. C'est pour ça que c'est mieux si on est suivi par quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle et pas juste un petit site internet avec un chouette titre. Ouais, exactement.